Bienvenue à cette 3e édition de la visite de chantier virtuel portée par la FRTP, la Fédération régionale des travaux publics du Grand Est. Alors aujourd'hui, nous sommes au CDI du Collège des Châteaux de Châtenois que nous remercions chaleureusement pour leur accueil. Merci beaucoup les élèves, on a une vingtaine d'élèves devant nous en direct. Alors nous allons passer 1 heure ensemble à découvrir les formidables métiers des travaux publics et à voir comment on s'y forme. Et pour co-animer cette émission, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Stéphane Price, ici présent, chef d'agence Eurovia Colmar et délégué régional des canalisateurs Alsace. Alors Stéphane, bonjour. Bonjour Muriel, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je travaille pour la société Eurovia, qui est une société spécialisée dans les travaux urbains, mais j'ai également la casquette de délégué régional pour la délégation Alsace des canalisateurs. Ok, alors je récapitule, délégué régional de la délégation Alsace des canalisateurs. Il a fallu que je le note, parce que c'est un titre qui comporte beaucoup de mots et qui m'a l'air assez important. À mon avis, les collégiens sont comme moi, ils meurent d'envie de savoir ce que ça veut dire. En fait, c'est une organisation professionnelle qui regroupe des entreprises de toute taille qui sont spécialisées dans la pose, la réhabilitation de canalisations d'eau potable. L'eau potable, c'est l'eau que vous avez en sortant du robinet. Les eaux usées, c'est tout ce qui concerne les douches, les toilettes. Les eaux pluviales, les canalisations de gaz et puis les réseaux divers. Eh ben, merci Stéphane pour cet éclairage. Alors, cette émission va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, nous allons parler des différents métiers des travaux publics. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la formation. Et dans la 3e partie, nous parlerons de la place et du rôle de ces métiers dans le monde d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous avons un petit mot de monsieur Olivier Faron, recteur de l'Académie de Strasbourg. Je vous propose de regarder. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous en tant que recteur de l'Académie de Strasbourg à l'occasion de ce moment important pour faire connaître le secteur des travaux publics. Je salue l'initiative de la Fédération régionale des travaux publics Grand Est, de la région Grand Est, pour faire connaître, faire aimer et défendre ces métiers si importants pour notre économie. Aujourd'hui, vous allez participer à un moment qui va rassembler tous les métiers des travaux publics et donc vous allez pouvoir connaître la gamme des métiers couverts par ce secteur si important. C'est un moment important, nous construisons un parcours à venir avec la région et nous essayons de développer tous ces moments d'orientation, de sensibilisation aux métiers. Vous allez, vous qui venez d'une centaine de classes, qui vont de la 5e jusqu'au lycée professionnel, eh bien, vous allez pouvoir appréhender ces métiers, mieux les connaître et pourquoi pas les choisir. Pourquoi les choisir ? Parce que vous verrez qu'ils vont vous permettre toute une forme de réussite personnelle, d'émancipation et ce sont des métiers d'avenir. Nous manquons de jeunes, et en particulier de jeunes femmes, qui vont porter ce domaine des travaux publics, qui vont l'incarner et qui vont permettre à la fois votre réussite personnelle, parce que c'est notre sujet le plus important, mais aussi la réussite de vos familles, la réussite de notre territoire. Donc il est très important que vous puissiez d'abord connaître, regarder ce qui vous plaît dans cette gamme très large de métiers, et pourquoi pas aller dans cette voie professionnelle dont nous savons qu'elle est riche de plein de destins, plein de bonheur pour vous et évidemment pour vos proches. Eh bien, merci Monsieur le Recteur et merci de porter cette initiative. Alors, je vous rappelle que cette émission est faite pour vous, chers collégiens, et vous qui êtes derrière votre écran. Elle est interactive, alors n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Oui, donc si vous voulez vous poser des questions, chers collégiens, il faudra lever la main. Voilà. Alors, Stéphane, nous sommes dans un CDI, donc nous gardons les codes de l'école. Alors, par contre, toi, tu pourras parler sans lever la main, sans aucun problème, Stéphane. Et donc, pour commencer, nous allons lancer la première partie très concrète sur les métiers des travaux publics. C'est parti. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire plus ? En effet, chacun d'entre nous a déjà pu observer certains chantiers, que ce soit depuis sa fenêtre, sur son itinéraire.
quelquefois, ça nous enquiquine. Ça nous enquiquine parce qu'il y a des déviations, parce qu'il y a des ralentissements. Mais on oublie toute la réflexion finalement qui précède ces travaux-là. Et si je prends l'exemple d'un chantier urbain où on renouvelle la route, une route devant chez vous, et ben finalement, il y a une grande réflexion qui précède le travail du compagnon qui réalise sa tâche sur le chantier. Alors, ça veut dire que quand il y a un chantier sur la route, ça fait des mois à l'avance que ça a été réfléchi, pensé. Bah oui, voire même des années pour certains, et puis en nombre, voilà, avec beaucoup de monde derrière. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer également la différence entre BTP et TP? Alors, le BTP est centré sur les métiers de construction de bâtiments, de routes, de ponts, alors que les travaux publics, de manière générale, intègrent des ouvrages ou des infrastructures plus larges, comme les routes, les canalisations, on les a vues tout à l'heure, les barrages, des poses de voies ferrées et des routes d'aéroports. Très bien. Alors aujourd'hui, chers collégiens, bien nous avons la chance d'avoir avec nous la société Vogel Travaux Publics que vous découvrirez dans quelques instants. Alors cette société, elle est basée en Alsace, à Chervillers, à quelques pas d'ici. Et nous sommes allés les voir travailler pour vous montrer la réalité du terrain. On va les accueillir, mais avant ça, Stéphane, peux-tu nous dire quels sont les métiers que nous allons découvrir aujourd'hui? Il y a des métiers qui sont plus orientés sur le terrain, qui font plus appel à l'action d'une manière générale, et des métiers qui sont plus orientés vers les bureaux, qui font peut-être un peu plus accès, sollicitent un petit peu plus la réflexion. Et puis, vous allez voir, il y a également des métiers qui sont un peu à cheval entre les extérieurs et les intérieurs. Et je crois que tu nous as fait un petit schéma pour nous expliquer ça. Exact. On va voir à l'écran. Oui, alors tout démarre d'un chantier. Lorsqu'on veut démarrer des travaux, il y a quelqu'un qui décide de débuter des travaux. À cela, les entreprises de travaux publics, par le biais de son chef d'agence et de son bureau d'études, décident d'étudier un petit peu la faisabilité du projet. Pour que le projet puisse se faire, il faut sortir des quantités, il faut sortir des méthodologies de travail, et à cela, l'entreprise va remettre un prix. Des fois, on est retenu, des fois, on n'est pas retenu. Si on a la chance d'être retenu, finalement, à l'arrivée, l'entreprise, donc je le disais, le bureau d'études et le chef d'agence, vont expliquer ça à un conducteur de travaux et à un chef de chantier derrière. C'est une nouvelle équipe qui prend le relais. Donc on appelle ça une réunion de transfert, c'est-à-dire que tout ce qui a été évoqué et réfléchi en amont n'est pas perdu. Finalement, c'est une deuxième équipe qui prend le relais et c'est l'équipe qui va réaliser les travaux. Et là, c'est un binôme, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ces deux personnes-là vont intégrer ce qui a été vu, je l'ai expliqué, et essayer même de l'optimiser. Ça veut dire que le chef de chantier qui est sur le terrain toute l'année, il aura peut-être d'autres idées. Le conducteur de travaux qui accompagne les chantiers toute l'année, il aura également des idées de son côté là. Et donc les deux-là vont travailler de pair, on va se mettre d'accord sur une méthodologie. On va débuter les travaux et en cela, on va faire appel à une autre personne qui viendra compléter l'effectif, c'est le géomètre. On a besoin d'un géomètre quand on veut implanter des tuyaux, quand on veut implanter un ouvrage ou une route, tout simplement, il faut l'implanter sur le terrain. Et donc, ces équipes-là fonctionnent sur le terrain, accompagnées évidemment des compagnons qui viendront faire les travaux aussi sur place, et vont réaliser les travaux. Et le géomètre viendra tout à la fin pour finalement faire ce qu'on appelle un recollement, c'est-à-dire un levé de tous les ouvrages qui ont été réalisés, s'assurer déjà d'une première chose qu'ils ont été mis à la bonne place, et ensuite qu'on puisse le retranscrire dans des plans qu'on remettra au client et qui réceptionnera l'ouvrage. Oui, dis donc, merci Stéphane pour cette explication complète et détaillée sur le mode de fonctionnement de A à Z, de la commande à la livraison du chantier. Pour commencer avec le premier métier, je vous propose de regarder Floriane qui est chargée d'affaires. Mes missions actuellement, donc je travaille avec mon tuteur d'apprentissage. Donc je l'assiste dans ses missions qui sont le chiffrage de différents projets, la réalisation de projets pour des particuliers, donc qui passe par des plans projets qu'on présente aux particuliers et après on lui chiffre les différents devis pour le projet. Donc le chargé d'affaires, il fait le lien entre le client et les conducteurs de travaux donc au début du chantier. Donc on va faire la première réunion de chantier avec le client et le conducteur de travaux pour que tout le monde comprenne vraiment qui fait quoi et ce qu'on a à faire. J'ai fait un Bac+2 dans une prépa intégrée à une école d'ingénieurs. Donc actuellement je suis en 4e année et toute notre formation d'ingénieur se fait en alternance dans une entreprise. Le contact avec les fournisseurs, les clients et même les conducteurs de travaux au sein de notre entreprise. Pour la partie que je fais avec mon tuteur, j'aime surtout la création de projets quand on fait des projets pour des particuliers.
À ce moment-là, on peut réaliser différents plans. Et je pense que c'est cette partie qui me plaît le plus dans le métier, c'est vraiment la création de projets et de plans. Je pense qu'une bonne communication, que ce soit pour les clients ou les fournisseurs, il faut dépasser sa timidité, ce qui n'est pas facile pour mon cas, et avoir une très bonne gestion du temps. C'était un petit projet où j'ai fait un petit plan, c'était une extension d'un parking. J'ai fait le plan et j'ai chiffré et on a rentré l'affaire. Donc je pense que c'est mon plus beau souvenir. Communication, gestion et entraide. Donc les travaux publics, c'est pas forcément un domaine qui est mis en valeur actuellement, surtout pas pour les filles. Et c'est vraiment chouette quand on voit des filles sur chantier qui sont avec nous. C'est vraiment un milieu où on s'entraide et on est toutes là l'une pour l'autre. Eh bien, merci d'accueillir Floriane sur le plateau. On applaudit Floriane. Bonjour à tous et merci. Bonjour Floriane et merci d'être venue parce que tu nous as dit que tu étais timide dans le reportage. Alors ça ne doit pas être facile pour toi de venir en parler en public. En tout cas, on te remercie. Quel beau métier tu fais Floriane. Et ça fait plaisir de voir des femmes dans les métiers des travaux publics parce que les femmes représentent 8% de la profession. Donc c'est rare de voir des femmes dans un milieu plutôt masculin. Mais toi, tu as l'air de t'épanouir pleinement dans ce métier. Oui, quand on est une fille dans les travaux publics, à premier abord, ça peut paraître assez compliqué. Mais au final, on se rend compte qu'on est très soutenu, surtout dans toutes les démarches ou autres, que ce soit sur chantier ou dans le bureau. Tout le monde est toujours là pour nous aider. Je pense même que des fois, c'est un petit avantage parce qu'on sera plus à l'écoute et plus attentif à nous, quoi. Ouais, c'est chouette de voir ça et d'entendre ça parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. C'est-à-dire qu'on est en train de dépoussiérer la profession. C'est bien, il faut amener des femmes là-dedans. Et alors, qu'est-ce que toi, tu auras envie de dire aux jeunes filles qui regardent cette émission et pour leur donner envie de faire ce métier ? Qu'il ne faut pas qu'elles hésitent à venir ou rien que découvrir, poser des questions, aller par exemple aux journées universitaires, aller voir ce qui est possible pour faire dans notre domaine et à pas avoir peur du regard ou des jugements qu'on peut avoir sur vous. En fait, pour nous, on est égaux sur chantier, qu'on soit une femme ou un homme, en fait, on est pareil. Qu'est-ce que ça fait plaisir à entendre ça. Alors moi, j'ai regardé un reportage il n'y a pas longtemps sur une soudeuse, justement, un métier sur un gros chantier. Et elle disait ne pas se sous-estimer, c'est un métier qui a besoin de filles, il faut se faire confiance. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu t'es dit ? Oui, à premier abord, on peut avoir peur justement du jugement qu'on peut avoir ou se dire qu'on peut nous prendre de haut. Sur chantier, quand on arrive la première fois, on nous regarde un peu, c'est vrai, c'est normal, ils n'ont pas l'habitude, mais ils sont vraiment là, ils nous aident et il faut juste montrer qu'on est capable de faire comme eux en fait et à partir de ce moment-là, tout va très bien. Oui, avec douceur et féminité, oui. Tout est possible, effectivement. Alors merci beaucoup Floriane d'être venue. On a peut-être une question pour Floriane. Alors Floriane, une question en direct du chat. Floriane, as-tu un objectif particulier, un métier sur lequel tu souhaiterais évoluer ? Alors pour le moment, mon objectif à la suite de mon apprentissage, ce serait de rester dans mon entreprise actuelle, mais faire un peu évoluer le métier. Donc assister mon tuteur pour des futurs projets particuliers. Donc moi, plus me baser sur le particulier et moins faire intervenir les géomètres dans nos projets et surtout pouvoir moi faire les plans et du particulier surtout. D'accord, parce que quand tu dis particulier, c'est le client, c'est-à-dire c'est celui qui fait la commande. Donc le particulier, c'est moi, c'est les parents d'élèves. Oui, c'est voilà, ça. C'est monsieur et madame. C'est pas la commune. C'est pas des entreprises, c'est pas la commune. Ça peut être des entreprises. Ça peut être des entreprises quand même. Oui, en fait, des personnes lambda qui veulent refaire une cour ou autre, ou des entreprises qui voudraient refaire des parkings, mais c'est pas la commune, des villes ou autres qui sont des marchés publics. Et pourquoi ça te plaît plus ça que parce que j'ai la possibilité de créer moi-même le projet, de faire mes propres plans et de proposer mes propres solutions. D'accord. J'ai la main mise dessus. Donc Floriane est timide mais entreprenante. Très bien. Et merci beaucoup Floriane d'être venue nous rendre visite et d'avoir combattu ta timidité. Tu as bien fait parce que je suis sûre que tu as donné envie à plein de jeunes filles de se lancer dans ce métier. Merci Floriane et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors reprenons le schéma des métiers.
Donc, Stéphane, on reprend. On a vu le projet, l'étude du projet avec Floriane. Et après, il y a une autre personne qui va mesurer le projet. Cette personne s'appelle un géomètre. Et c'est Hubert qui va nous en parler. Alors j'ai commencé à 15 ans par un apprentissage de géomètre. J'étais 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. C'était une formation sur 3 ans, au bout duquel j'ai obtenu mon CAP de géomètre. Et j'ai continué à travailler dans le privé chez un géomètre expert. Après 20 ans dans ce métier, je me suis lancé dans les travaux publics. On fait des relevés topographiques d'un terrain réel. Ensuite, on a intégré un projet, discuté avec un client ou avec un organisme. On fait ce projet, on élabore une modélisation en 3D du projet qu'on intègre dans une machine qui peut suivre, qui peut terrasser, faire son travail. Et ensuite, c'est implantation des bordures, maçonnerie, des réseaux. Quand le travail est terminé, on fait un relevé de ce qui est réellement pour faire un plan de récollement, réseau, qui sont envoyés France Télécom par exemple ou EDF. Et ça permet d'avoir les mesures, les métrés des bordures, des pavés, des grilles, des regards, tout ce qui a été fait sur le terrain. La diversité, des challenges, il y a des projets qui sont difficiles et quand on voit le résultat, on est content de soi. On passe pratiquement tous les jours devant des chantiers qu'on a fait il y a des années ou encore hier et on est content, on est fier de soi. Tous, que ce soit là une petite cour pour un particulier ou un grand projet, comme une cave viticole où on a terrassé à peu près 30 000 mètres cubes sur 6 étages, donc c'était passionnant aussi. De la rigueur, l'amour du travail bien fait et une satisfaction d'avoir réalisé quelque chose de propre. Ouais, l'amour du travail bien fait. C'est important pour un géomètre de faire un travail bien fait. Donc Hubert réalisait des mesures avant le projet, mais aussi sur le chantier. Mais Stéphane, il existe dans certaines entreprises des géomètres spécialisés, non ? Oui, tout à fait, Muriel. Donc le métier de géomètre, déjà, c'est un maillon essentiel dans un projet de construction. Par ses relevés sont vraiment indispensables. Mais le métier de géomètre dans nos structures peut avoir 2 visages. On distingue le géomètre de projet, qui sort finalement, qui participe à l'élaboration des plans, au quantitatif qui sera nécessaire pour savoir où on va sur l'établissement des prix d'un projet, l'établissement de sa faisabilité. Et on a également des géomètres terrain qui sont là pour l'implantation de l'ouvrage, pour s'assurer que l'ouvrage est au bon endroit, et puis qui seront là aussi pour certifier que l'ouvrage a bien été au bon endroit. Vous voyez, c'est vraiment un métier incontournable. Incontournable, et puis qui est d'une précision incroyable, parce que j'imagine que quand on est géomètre et qu'on fait une erreur de quelques millimètres, ça peut avoir un impact considérable sur le reste du chantier. Ah ouais, les conséquences peuvent être très lourdes. Si vous êtes finalement avec une implantation et puis vous n'êtes pas sur votre terrain ou pas à la bonne altimétrie, les conséquences sont très lourdes. Si vous n'êtes pas sur votre terrain, il peut y avoir une déconstruction de l'ouvrage, démolition de l'ouvrage. Et puis si l'altimétrie n'est pas bonne pour un projet de réseau, comme on fonctionne bien souvent en gravitaire, l'écoulement se fait en gravitaire, les eaux usées, votre ouvrage il sera inefficace. Ouais, c'était pas un métier pour moi, ça, tu vois, Stéphane, parce que moi, j'ai jamais été très très bonne en mesure, en géométrie. Je m'en souviens très très bien, et c'était une catastrophe. Et j'imagine que dans l'assemblée, il y en a qui sont comme moi. Alors, il paraît qu'on a une petite question d'élève en direct dans le chat. Alors, combien de temps, Stéphane, un géomètre passe-t-il au bureau et en extérieur ? Très bonne question, ça. Oui, alors c'est les 2 profils que j'ai évoqués tout à l'heure, finalement, distinguent un petit peu les emplois du temps. Le géomètre étude, lui, il passe plus de temps finalement à l'arrivée au bureau, puisqu'il travaille avec des logiciels qui étudient les pentes, la faisabilité, les écoulements, tout le reste. Et donc, il passe
un petit peu de temps sur le terrain puisqu'il fait en amont de temps en temps des relevés, c'est-à-dire qu'on prend l'existant, le terrain naturel en place, les emprises du terrain, on s'assure, on prend ces différentes cotes et après il fabrique le projet. Accompagné toujours. Alors que le géomètre de terrain, finalement, lui, passe beaucoup plus de temps sur le terrain et un moins au bureau. Il prend à l'arrivée les données des plans d'exécution, il les met dans sa machine, dans sa canne GPS, dans son appareil, dans son théodolite, et puis après il va sur le terrain bien souvent et il fait son implantation. Il participe à mettre en place des piquets pour le chef de chantier, il accompagne le chef de chantier, il met les différentes emprises en place pour être sûr qu'on travaille au bon endroit. Et donc voilà, les deux profils distinguent l'emploi du temps un peu différent. Celui du bureau passe plus de temps au bureau, le projet, et celui du terrain, finalement, passe plus de temps sur le terrain. Ok, donc si on aime la pluie, on est plus un géomètre de terrain. Alors, merci Stéphane. Et donc, on récapitule. On a donc imaginé le projet avec Floriane. On l'a mesuré avec Hubert. Et bien maintenant, il faut organiser le chantier. Et c'est là qu'on va faire appel à un conducteur de travaux. C'est ce qu'on va voir avec Guillaume. Alors les missions d'un conducteur de travaux, c'est organiser, gérer un chantier. Ça commence par tout ce qui est phase préparation, donc avec les bureaux d'études qui ont chiffré les affaires. On fait un premier point, on organise, on commence à réfléchir, on met en place le chantier, comment on veut le programmer, comment on veut l'organiser. Suite à cela, il y a toute la phase de suivi et de gestion de chantier. Donc là, c'est avec le chef de chantier qui lui gère sur le chantier même les opérations. Donc c'est ce qui se passe, il faut gérer tout ce qui est matériel, approvisionnement, mais aussi tout ce qui est le contact client. En fait, le conducteur de travaux, c'est un peu l'interface entre le client et l'entreprise. Et en fait, en dernière phase, on a toute la phase qui est la phase de réception, tout ce qui est facturation, tout ce qui a trait au chantier, mais d'un aspect beaucoup plus administratif. Alors je suis passé par un IUT, donc j'ai fait 2 ans d'IUT à Reims et suite à cela, donc déjà dans les travaux publics, et suite à cela, j'ai été pris au sein de l'entreprise Vogel TP pour une alternance de 3 ans pour un diplôme d'ingénieur. Donc aujourd'hui je suis diplômé ingénieur en travaux publics. Par passion, en fait c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime le métier, comme un peu tous les métiers. Mais moi depuis tout petit, j'aimais faire des routes. Quand les autres enfants sur la plage ils faisaient des châteaux, moi je construisais des routes et des tunnels, donc ça a toujours été un peu quelque chose qui m'a plu et qui était un peu une véritable passion en réalité. Le dernier gros projet qu'on a pu faire, ça a été l'année dernière à la gare de Célestat. En fait, ça a été un grand projet avec de multiples interfaces et ce qui a été marquant sur ce projet, c'est que c'est un projet au final qui impacte en fait nos familles, les personnes qu'on connaît. En fait, on était en plein centre de Célestat, c'est la gare. On croisait en permanence des gens qu'on connaissait et en fait, c'est des chantiers où là, on redouble d'envie que ça avance et que ça se passe bien parce que les premiers utilisateurs, en fait, c'est nous-mêmes et c'était vraiment un chantier intéressant. L'humain, parce que c'est une grande part d'humain entre les équipes et le client. En fait, c'est en permanence des relations humaines. En deuxième, je dirais une passion, parce que comme beaucoup de métiers, il faut aimer ce qu'on fait et pour que ça se passe bien tous les matins et avoir envie de se lever le matin. Et en troisième, la technicité, c'est que chaque chantier est différent et à chaque fois, on va trouver des enjeux et des défis sur chaque chantier. Et voilà, on était avec Guillaume. Guillaume qui a un métier de passion. J'ai l'impression que c'est beaucoup des métiers de passion dans ce qu'on a vu. Alors Stéphane, organiser un chantier, ça doit quand même être fastidieux. Comment on fait pour en gérer plusieurs en même temps? Et d'ailleurs, combien on peut en gérer au maximum? Il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça, parce que tout dépend de la taille des chantiers. Mais on peut penser qu'un conducteur de travaux puisse suivre au minimum 2-3 chantiers en même temps. Mais il pourra en suivre bien plus si la granulométrie, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ou le montant ou la nature des travaux est de petite taille. Je m'explique. Il est beaucoup plus facile de suivre un chantier lorsqu'on réalise la cour d'entrée d'un particulier ou une petite voie sur un site privé que de s'occuper à plein temps d'un tronçon autoroutier comme on peut l'avoir à proximité. C'est sûr. Et écoute, on a une question d'un élève, mais c'est une question rétroactive d'un élève de l'Assemblée qui a demandé, attention, là on rentre dans le vif du sujet,
C'est quoi le salaire moyen d'un géomètre? D'accord. Question piège ou pas question piège? Non, c'est pas une question piège, mais dans un cursus de géomètre, alors, je peux donner une fourchette, mais finalement cette fourchette, elle ne sera variable en fonction de l'âge du géomètre et de son expérience et de ses compétences aussi. On peut débuter, je pense, autour de un peu supérieur à 2 000 € bruts et finir au-delà de 3 000 €, vous voyez, 3 000 € bruts ou 3 000 à 4 000. Au début, c'est un géomètre qui apprend son métier, qui fait de l'implantation, simplement. Et ça, c'est plutôt la partie terrain, comme je l'ai évoqué. Mais sur la partie géomètre études, tel que je l'ai prévu avant, on peut avoir des gens qui sont extrêmement autonomes et qui sont capables de réaliser les projets par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont autonomes, ils vont avec leur appareil, ils seront capables de mettre les pentes, les surfaces, les altimétries et pour proposer un projet clé en main au client. Donc entre celui qui débute, qui sait simplement mettre un piquet et celui qui est capable de monter un projet, il y a une différence de rémunération à l'arrivée et surtout d'âge, parce que les gens évoluent dans le temps et après prennent ces compétences-là. Ok, merci pour cette réponse. J'espère que vous êtes satisfait, en tout cas celui qui a posé la question et que ça vous a un petit peu éclairé. Alors un conducteur de travaux, c'est en quelque sorte le chef de plusieurs chefs de chantier, c'est ça? C'est ça, exactement. Eh bien, justement, c'est ce qu'on va voir. On va voir ce qu'est le métier de chef de chantier avec Mathieu, que l'on va découvrir maintenant. Alors, chef de chantier, sa mission principale, c'est la gestion d'équipe. Tout ce qui est implantation sur le chantier, mettre des niveaux, tirer des alignements et gérer les bonhommes principalement, quoi. Donc j'ai commencé par un BTS travaux publics en alternance qui se fait en 2 ans. Au bout d'1 an d'apprentissage, j'ai commencé à avoir des petits chantiers, une petite équipe où je faisais le rôle du chef d'équipe, quoi. Et après ça, donc j'ai obtenu mon BTS et j'ai enchaîné sur une licence pro travaux publics. Et après ça, du coup, j'ai commencé à évoluer en tant que chef de chantier, avoir de plus gros chantiers et une plus grosse équipe. Le travail en extérieur, et j'ai toujours été passionné par les engins de chantier, les constructions de routes, du génie civil, tout ça. Le travail en extérieur, pour moi, c'est très important. Je ne me verrai pas dans un bureau toute la journée, quoi. Une certaine gestion du stress par rapport au délai qu'on nous donne pour réaliser les chantiers et un certain sens de responsabilité. Alors l'année dernière, on a réalisé le chantier de la gare à Célestat qui a duré 2 ans. Donc c'était un projet très important et c'était, on va dire, une fierté d'avoir pu réaliser ça avec l'équipe. C'est un beau résultat, on va dire. Passion, le collectif et le challenge. Alors, on a vu que Mathieu était encore une fois un passionné. J'ai relevé que Mathieu faisait ça parce qu'il ne se voyait pas travailler dans un bureau. Alors moi, c'est l'inverse, Mathieu, je ne me verrai pas travailler dehors. Et ça me fait penser à une question, Stéphane, et je pense que beaucoup de gens se posent cette question-là. Eh bien, quand on est chef de chantier, effectivement, on travaille tout le temps dehors. Mais du coup, les conditions de travail, il fait froid, comment on s'alimente, comment on va aux toilettes, il y a plein de questions en fait. Comment c'est? Est-ce que le bien-être, est-ce qu'on peut cumuler travaux publics et bien-être au travail? Muriel, pour répondre à ta question, les entreprises de travaux publics ont fait des efforts considérables pour finalement que les compagnons, les personnes qui sont sur le terrain, puissent travailler dans des bonnes conditions. Déjà, être équipés convenablement. Chaque compagnon est doté de ce qu'on appelle d'équipements individuels de protection.
Ce sont des pantalons appropriés, ce sont des vestes appropriées, des parkas l'hiver pour supporter les températures assez basses. Ça peut être des casques, c'est nécessaire, des gants, des lunettes, des chaussures de protection. Vous voyez, donc les gens travaillent confortablement, quelles que soient les conditions météo. Il y a également les bases vies qui sont associées à nos chantiers. On a fait de très gros efforts. Il y a des vestiaires systématiquement sur chaque chantier. Il y a des réfectoires pour déjeuner, bien que chacun puisse être accompagné pour aller manger au restaurant. Les entreprises de travaux publics participent un petit peu au repas de midi, mais pour ceux qui veulent manger dans un réfectoire, il y a toujours un réfectoire. Le chef de chantier qu'on a vu tout à l'heure bénéficie d'un bungalow dans lequel il y a une table, des chaises et il peut travailler convenablement. Et puis, bien évidemment, des sanitaires. Voilà. Ah, ça me rassure. Alors, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, depuis tout à l'heure, Stéphane, je t'entends parler de compagnon. Mais c'est quoi un compagnon ? Muriel, le compagnon est une personne indispensable pour la réalisation d'un chantier. On l'a vu, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux, il y a des gens qui encadrent, mais un chantier, c'est du réel. Un chantier, contrairement à d'autres métiers, il faut travailler de ses mains, de son corps pour que ça avance. Et donc, ce sont les personnes qui sont les équipiers du chef de chantier. Ce sont des poseurs de canalisation, ce sont des poseurs de bordure, c'est des gens qui sont derrière une niveleuse pour régler une route. Vous voyez, ce sont des gens qui sont indispensables, des gens qui sont profondément attachants, investis par leur travail et qui travaillent en équipe. Voilà. Ok, très bien. Et d'autres métiers dans les compagnons que tu n'aurais pas cités, oui, qui pourraient nous montrer encore un petit peu plus tous les champs des possibles, voilà. Oui, alors on a cité les maçons, les poseurs de canalisation. Il y a également les conducteurs d'engins. On a vu des chauffeurs d'engins là tout à l'heure. Les conducteurs d'engins. Alors les engins, on a vu une pelle tout à l'heure. Il peut y avoir des compacteurs, des finishers pour les enrober. L'éventail est extrêmement large en fonction des engins. On peut avoir des gens qui posent des câbles électriques et même de la fibre optique. Ah bah tiens, parlons-en de la fibre optique. Oui. Avec les problèmes de réseau qu'on a eus. Oui. Est-ce qu'il y a la fibre ici au collège de Châtenois ? Vous avez la fibre ? Non, bon alors voilà, du coup Stéphane, je t'ai trouvé un nouveau chantier, amener la fibre ici au Collège des Châteaux à Châtenois. Et donc voilà, et puis c'est grâce aussi à vous, du coup, si je comprends bien, comme vous posez des fibres optiques, que nous, chez nous, on a aussi Internet, qu'on peut jouer aux jeux vidéo. C'est super. Exact. Parfois, les parents vous détestent un petit peu, mais c'est bien quand même. Oui. Alors, les connexions, lorsque vous avez du haut débit sur des établissements scolaires, chez vous à la maison ou autres, c'est qu'il y a des entreprises de travaux publics qui ont réalisé des travaux en amont. Lorsque vous avez des hôpitaux et qui soignent, forcément, il y a une alimentation électrique qui précède. Donc, il y a des entreprises qui sont passées auparavant. Et lorsque vous ouvrez votre robinet, j'expliquais tout à l'heure, et que l'eau coule, c'est qu'il y a des entreprises qui sont venues poser des canalisations pour l'adduction d'eau. Eh bien oui, c'est un métier, ce sont des métiers qui sont vraiment très utiles et vous pouvez être fiers quand même. Vous pouvez être fiers de tout ce que vous faites. C'est grâce à vous que nous, on vit dans le confort. Ce n'est pas toujours le cas. Il existe une série dont je parlerai tout à l'heure, mais qui a été tournée par la Fédération nationale des travaux publics et qui explique en fait justement un gros chantier en fait d'amener l'eau potable à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et on se rend compte que nous, effectivement, on ouvre le robinet, on a de l'eau et on a toujours connu ça. Et ce n'est pas le cas pour tous les pays sur la planète. Et donc, c'est là que les entreprises des travaux publics ont un vrai impact sur les conditions de vie et l'amélioration des conditions de vie dans le monde, en fait. Oui, on l'a vu à travers le reportage, c'est un métier où les relations humaines sont très fortes. Et c'est vrai qu'on travaille avec un objectif, avec des défis, mais qui sont pour le bien de chacun. Ça, vous l'avez compris. Quand on pose des tuyaux, c'est pour qu'on puisse avoir l'eau courante à la maison. Tu l'évoquais à l'instant, on a de la chance, nous, on a toujours connu ça. Mais dans d'autres régions du monde, c'est bien plus compliqué. Et on participe finalement à ce bien-être et aux possibilités, chacun qui puisse se rencontrer, aux échanges. Donc oui, on a les gens en ont conscience. C'est un métier de relations humaines et un métier avec de beaux objectifs en tous les cas. Effectivement. Alors on a vu donc une partie des compagnons, donc on a vu Mathieu, on a vu Hubert, on a vu Floriane. Et bien maintenant, je vous propose de partir à la rencontre de Jordan. Il est conducteur d'engin. À mon avis, il va en faire rêver plus d'un et il a l'air de bien s'amuser. Regardez.
la mission d'un conducteur d'engin, c'est de préparer pour les bordures, de terrasser, charger des camions aussi, faire des tranchées pour tout ce qui est réseau d'assainissement, d'eau pluviale, d'eau potable ou bien réseau sec, électricité. J'ai commencé par un bac pro en mécanique à Aubernais, au lycée Paul-Émile Victor. Puis ensuite, j'ai fait un CAP conducteur d'engin à Montigny-les-Metz pour ensuite que l'entreprise Vogel m'embauche. Conducteur d'engin, ça a été depuis tout petit, j'ai adoré les engins. Ensuite, c'est l'humain, la cohésion d'équipe. En fait, on travaille à divers endroits, on n'est jamais au même endroit, donc c'est la diversité du métier, quoi. Il faut être très attentif, il faut être passionné, je pense aussi un peu. Il y a quelques années, une ferme pédagogique à Lièvre, qui était un chantier sur presque 2 ans et demi, voire 3 ans, où on a fait tout ce qu'on pouvait voir dans le métier de conducteur d'engin. Ce que c'est enrochement, la pose de réseau, de la préparation pour les enrobés, tout ce qu'il y a dans le métier des travaux publics, quoi. La cohésion, l'entraide et la dextérité. Et oui, conducteur d'engin, un métier de passion, mais un métier de précision également. Alors Stéphane, il y a d'autres métiers dont on n'a pas parlé et qui sont un peu originaux. Est-ce que tu peux nous en parler ? Là, je pense au métier de scaphandrier. Alors, ça peut paraître extrêmement original, mais on peut même en avoir besoin localement. Donc vous savez, c'est des gens qui sont capables de descendre sous l'eau et travailler sous l'eau. Donc localement, lorsqu'on fait une écluse, pas bien loin d'ici, dans le Rhin par exemple, eh ben, on peut avoir besoin de certaines compétences comme celui du scaphandrier. Ben, là, on a une image à l'écran où on voit une soudure qui se fait sous l'eau. Impressionnant, impressionnant. Alors, on a vu Jordan qui conduit de terribles engins, mais qui dit hyper gros engin dit super mécano. On est d'accord ? Oui. Et bien du coup, on va voir ça avec Emeric qui répare et entretient les engins. Regardez. Mes missions vont du plus basique, donc c'est-à-dire de l'entretien, remontage des pneus hiver ou pneus été, jusqu'à l'intervention sur chantier, que ce soit pour des vérins, des trains de chenilles, que ce soit sur un gros bulldozer ou un petit camion. J'ai commencé par un CAP Bac Pro en mécanique agricole viticole chez les Compagnons du Devoir à Reims. Et ensuite, j'ai fait un BTS au sein de l'entreprise Vogel TP à Chervillers en mécanique TP. Et par la suite, j'ai été embauché depuis peu. Mon père travaille dedans depuis bon nombre d'années. C'est un métier dans lequel j'ai toujours été bercé, emmené et qui m'a toujours énormément plu. Mais je ne voulais pas être sur chantier, je voulais découvrir les machines, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ce qui permet de faire avancer des engins aussi gros, aussi démesurés. Donc j'ai choisi la voie du TP qui me paraissait la plus juste. Ce qui me plaît le plus dans ce travail, c'est que chaque jour, on a autre chose. Chaque jour, on va se lever en se disant on va travailler sur un petit matériel, un gros matériel. On peut faire de l'automobile, du poids lourd, travailler sur des engins TP, aller en intervention. On a des formations aussi. Donc c'est une diversité qui me plaît énormément. Pour moi, les principales seraient l'assiduité, la rigueur dans le travail avec la sécurité, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos collègues. Et le plaisir. La première année où je me suis trouvé ici, en plein hiver, intervention sur un train de chenille complet, remplacement de celui-ci dans la totalité, que ce soit les tuiles, que ce soit les 2 galets avant et arrière. Passion, plaisir et richesse de connaissances. Alors, on a vu un super mécano dont j'aimerais avoir le 06 si des fois j'ai un problème avec ma voiture. On ne sait jamais. Il a l'air très très compétent. Alors, on a eu pendant cette petite vidéo une question d'un collégien qui demande comment les gros engins font pour passer dans les petites rues. C'est une vraie question et c'est vrai que
Moi, j'ai déjà du mal parfois avec ma voiture, alors j'imagine pas au volant d'une pelleteuse. Stéphane? Finalement, ce sont les fabricants, les constructeurs d'engins qui s'adaptent un petit peu à l'environnement. On ne va pas déplacer des maisons pour faire un ouvrage. Donc, je pense à des pelles. Il y a des pelles de grande dimension et puis il y a ce qu'on appelle des pelles compactes. C'est des pelles qui sont plus rétrécies, avec un châssis à l'arrière qui est plus court et qui permettent de faire des rotations dans des ruelles étroites et qui ont des caractéristiques finalement techniques qui nous permettent de soulever des tuyaux très lourds, etc. Donc, c'est les fabricants qui s'adaptent un petit peu à l'environnement. C'est valable pour des pelles, c'est valable également pour des finishers. Si vous avez le finisher, c'est la machine qui met en œuvre des enrobés. Vous savez, les revêtements routiers qui sont chauds. Il y a des finishers de très grande dimension pour les autoroutes. C'est ce qu'on voit à proximité, donc avec une grande table qui peut faire 10-12 mètres de large. Et après, on peut réduire ces finishers-là sur 5-6 mètres de large, comme des midi-finishers qui descendent jusqu'à avoir des mini-finishers qui sont capables d'aller sur des trottoirs. Oui. Donc c'est vraiment le fabricant qui tient compte de l'environnement et puis les entreprises qui achètent le matériel en conséquence ou qui le louent tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir systématiquement tous ces matériels-là dans le dépôt. Ok, très bien. Donc adaptation. Oui. Alors, dans les travaux publics, Stéphane, on a vraiment un panel de métiers et de compétences hyper large. Oui. Alors, évidemment, il y en a pour... ce que je disais tout à l'heure, c'est un métier de passion et c'est un métier aussi qui fait appel au... il y a de la place pour tout le monde. On l'a vu tout à l'heure, il y a des hommes, des femmes, des gens d'un certain âge, des gens plus jeunes, et avec des compétences multiples, parce que c'est un travail en équipe. Et là, je dois reconnaître que c'est un métier de passion. Donc, vous rassemblez tout ça, il y a de la place pour chacun. Vous avez de la chance, ce sont des métiers que vous pouvez exercer à proximité de chez vous. Ça, c'est un élément essentiel aussi. Vous pouvez l'exercer à proximité de chez vous. Vous avez un objectif aussi, puisque c'est des métiers, je dis, mais avec un but et au travail pour le bien-être de chacun. C'est pas rien. Hein. Vous avez un objectif qui puisse vous satisfaire, vous et les autres. Et puis, je vous dis, tout le monde peut y trouver son compte. Et dans ce cadre-là, je dirais, n'hésitez pas à toquer à la porte des entreprises qui sont situées à proximité de chez vous pour trouver les stages, déjà que vous ayez une première phase et mieux les connaître et éventuellement, j'espère en tous les cas, venir nous rejoindre. Oui, parce que les entreprises des travaux publics sont des entreprises qui accueillent énormément, en fait. Oui. Énormément de stages, d'apprentissage, et qui sont en recherche d'ailleurs de main-d'œuvre. Oui, vous pouvez. Alors, il y a les vacances scolaires, il y a les stages que vous avez obligatoires qui sont liés à votre parcours scolaire. Donc, il y a toujours un nombre important de stagiaires qui viennent nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas, le plus tôt est le mieux aussi, parce qu'on n'en prend pas trop Enfin, on en prend beaucoup déjà, mais pas au-delà de nos capacités, parce que l'intérêt pour vous aussi, c'est qu'on puisse vous accompagner, que vous ayez un tuteur. Vous voyez, on ne va pas vous livrer à vous-même, on va vous orienter et puis faire en sorte que vous soyez bien. Et nous, inversement, on va essayer de détecter ceux qui sont le plus à l'aise là-dessus. Donc, prenez du temps. Allez voir les responsables des différentes entités et puis après poursuivez et puis je suis sûr que vous allez y prendre goût. Ouais, super, très bon conseil en tout cas. Allez-y, allez au-devant en fait, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, mais allez-y si ça vous intéresse, allez toquer à la porte des entreprises de travaux publics qui sont près de chez vous et vous verrez que vous serez certainement très bien accueillis. Alors chers collégiens, chers tous qui nous regardez derrière votre écran, je vous invite à aller sur le super site de la Fédération nationale des travaux publics. Vous y trouverez plein d'informations et vous pourrez également voir la série dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Wonder World. Alors, peut-être que vous ne parlez pas tous très bien anglais, mais Wonder World, ça veut dire monde merveilleux. Et effectivement, vous allez voir 4 épisodes de super structures qui ont été créées à l'étranger par des entreprises de travaux publics françaises. Je vous recommande d'aller voir ces séries. Elles parlent du métier, de bout en bout, de l'humain, du côté fédérateur et puis de l'ingénierie de ces métiers des travaux publics. Donc, allez la voir sur le site de la FNTP. Alors, c'est la fin de cette première partie sur les métiers. Je suis sûre qu'elle vous a mis en appétit. Nous allons maintenant rapidement parler de l'orientation et de la formation vers laquelle vous orientez si ces métiers vous conviennent. C'est parti pour la partie 2 que j'appellerai « Tiens, et si c'était moi ?» Alors Stéphane, on a vu dans les différentes vidéos que tout le monde a un parcours complètement différent. Il y en a qui ont fait des écoles d'ingénieurs, il y en a qui ont fait des CAP. Comment on s'y retrouve dans tout ça? Alors, pour faire simple pour nos amis collégiens, il y a des parcours plus longs.
Les parcours plus longs, au niveau des études, c'est orienté vers les métiers de chiffrage, on l'a vu tout à l'heure, les métiers de conception, les métiers qui font appel un petit peu à l'utilisation de certains logiciels et de certains éléments de calcul. C'est après le bac ? C'est après le bac, oui. Alors, c'est principalement des écoles d'ingénieurs ou des BUT. Et c'est une période d'études qui est environ de 5 ans au-delà du bac. Alors, 5 ans d'années après le bac. Mais il y a autre chose. Il n'y a pas que ces formations-là. Non, alors ça, c'est exact. Là. Donc, il y a ces métiers-là. Et puis, il y a également, sur le terrain, pour ceux qui veulent aller sur le terrain et encadrer des équipes, comme on l'a vu tout à l'heure avec les chefs de chantier, eh ben, il y a des BTS. Et là, c'est des formations qui sont sur 2 ans après le bac. D'accord, très bien. Et pour les compagnons, on a vu les compagnons, donc les mécaniciens, les conducteurs d'engins. Et c'est quoi la formation ? Alors, la formation pour les compagnons, ça peut être un CAP, donc c'est directement travailler directement après le collège. On peut commencer à travailler à partir de 15-16 ans, ou sinon des bacs pro, et là, on a un métier après le bac. Super. Donc là, il y a des élèves là, qui sont dans la salle, qui, dès la sortie de 3e, peuvent vous rejoindre. Exact. Super. Et ce sont... Oui. Ce que je veux dire par là, c'est des métiers vraiment fortement évolutifs. Et c'est pas parce qu'on démarre plus tôt après la 3e que ça pose problème. C'est des métiers qui sont prépondérants. Les gens apprennent leur métier en parallèle d'un parcours scolaire et sont confiés dans les équipes avec un tuteur à chaque fois qui vous apprend progressivement à progresser dans votre métier. C'est comme dans un sport quelconque. Vous êtes de plus en plus à l'aise, etc. Et si le cœur vous en dit, si vous avez les capacités à partir d'un certain moment, eh ben, il n'y a rien qui vous empêche de passer à l'étage supérieur. Si vous voulez ensuite te passer de compagnon à chef d'équipe ou chef de chantier, c'est absolument pas restrictif. Et là, j'ai beaucoup d'exemples comme ça dans toutes les entreprises du coin. Donc, il faut tenir compte que c'est pas parce qu'après le collège, on intègre ces parcours-là que c'est bloquant pour la suite. Non, vous serez bien accompagné, vous aurez un parcours scolaire et vous serez bien accompagné par les entreprises. Et c'est dans l'intérêt des entreprises de faire progresser les gens et qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils se sentent bien. Il n'y a personne qui voudra vous dire, tiens, tu vas être cantonné à ce boulot-là toute ta vie. Si le cœur t'en dit, et si tu as envie de travailler, les gens feront en sorte de vous faire progresser et que vous puissiez passer à l'étage supérieur. Pour ça, il faut travailler. Pour ça, il faut être en capacité de bien connaître son métier et le vouloir de la même façon. Si vous voulez rester à votre place, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez envie de progresser, les gens seront là pour vous accompagner, Muriel. C'est ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'on remarque que du coup, il n'y a rien de dévalorisant à commencer une formation post-3e et ensuite à évoluer dans l'entreprise en fait. C'est-à-dire qu'on a la même reconnaissance par rapport aux compagnons et à un chef de chantier, un conducteur de travaux, etc. On se rend compte en fait que, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'en fait on est tous le maillon d'une chaîne et que si à un moment donné on enlève une personne, eh bien le chantier ne peut pas avancer. Donc, il y a une interdépendance comme ça, et ça s'appelle un peu l'intelligence collective quelque Exactement. part. Donc, c'est chouette, c'est chouette. Stéphane, merci pour cet éclairage. Si vous avez envie de vous renseigner sur la formation, sachez qu'il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle Formation TP Grand Est, sur lequel vous allez retrouver toutes les combinaisons possibles pour vous orienter dans les différentes formations. Et maintenant, c'est l'heure de la 3e et dernière partie de cette émission. On va voir comment les métiers des travaux publics s'inscrivent dans le monde d'aujourd'hui. C'est parti. Alors Stéphane, on a vu donc les métiers, les différents métiers. On a vu les différentes formations. Moi, maintenant, j'ai une question importante à te poser. Qui décide d'un chantier? Qui décide d'installer la fibre à tel endroit, de refaire telle canalisation? Qui sont les clients et qui vous paye? Alors, on distingue 2 types de clients majeurs. Il y a les clients privés et les clients publics. Les clients privés, c'est qui? Ça peut être moi, ça peut être vos parents, ça peut être une entreprise tout simplement. Et donc c'est une personne qui décide de réaliser un projet. Ça peut être un parking comme on l'a vu tout à l'heure avec Florian, et donc ou une entreprise qui cherche à s'étendre. Et donc c'est une personne qui vient vous voir et qui vous confie du travail et qui vous paye derrière. Après, en parallèle, je l'expliquais, il y a également les clients publics. Client public, c'est qui? Ce sont les collectivités. Ce sont les collectivités, on l'a vu tout à l'heure, la Célestat, il y a eu un chantier sur la gare de Célestat, et donc c'est peut-être des travaux qui ont été pris en compte par la ville. Et ces travaux-là sont payés partiellement avec nos impôts. Voilà.
On a la réponse à nos questions. Les impôts vont dans les travaux publics. Si vous vous posiez la question, si vos parents se posaient la question, eh bien, on sait. Nous avons financé la gare de Célestat, nous avons financé la fibre optique. Et donc, eh bien, c'est bien, c'est d'utilité publique. Et moi, je suis d'accord. Je dis oui, Stéphane. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, on peut dire que nos impôts servent à l'amélioration du quotidien, finalement. Oui, effectivement, oui, c'est pour. On l'a vu, hein, c'est finalement nos impôts participent un petit peu à ces infrastructures dont on a besoin. Alors on l'a évoqué en grande partie, mais les infrastructures, c'est les réseaux qu'on a évoqués, ce sont les routes, c'est la mobilité, le tram, etc. Donc il faut le savoir, et puis ça permet finalement de participer au développement de notre territoire. Alors j'ai d'autres questions d'actualité et vraiment une actualité brûlante, Stéphane. Oui. L'écologie dans tout ça, on en fait quoi ? Alors, on a pris l'écologie et la croissance verte vraiment par le bon sens. Dans le bon sens, c'est qu'on a mis en place des mesures extrêmement importantes. La première, c'est la réduction des émissions de CO2, vous le savez, qui participent au réchauffement de la planète. Là-dessus, on a fait des efforts substantiels sur nos industries, parce qu'on a également des industries en parallèle. Les entreprises routières ont un poste d'enrobé. Dans ces industries-là, on a changé un petit peu le mode d'énergie. Il y a quelques années, on était à fioul lourd, maintenant on est au gaz. On est capable maintenant de faire des enrobés à basse température. C'est-à-dire qu'on ne chauffe plus autant les enrobés. Les enrobés, c'est ce qui fait le revêtement de nos routes, tout simplement. Avant, ça sortait à 180 degrés. Maintenant, on est capable de mettre en œuvre des enrobés à 130 degrés. Donc, on chauffe moins. Donc, on fait des économies là-dessus. Les engins qu'on a vus tout à l'heure, les camions, on a formé nos chauffeurs à l'éco-conduite. Donc les chauffeurs sont plus disciplinés et consomment un peu moins. La motorisation aussi de ces engins évolue. Il peut y avoir des changements de moteur. On commence à passer à l'électrique, tout comme nos voitures. Les voitures, des conducteurs de travaux, de chefs de chantier, les rames de véhicules sont en train d'être changées progressivement pour avoir des batteries électriques. Alors ça, c'est le premier volet, diminution des émissions de CO2. Deuxième volet, c'est le recyclage. Et là, on est vraiment moteur sur le sujet, puisque, je dirais d'ici 10 ans, même pas, on aura au moins 40% de nos fournitures, puisqu'on achète des fournitures pour construire nos ouvrages, qui seront issues du recyclage. Donc c'est vraiment important de le dire que et nos filières de recyclage, finalement, c'est les matériaux qui sont issus de la déconstruction des ouvrages existants. Parce que quand vous faites, je prends l'exemple d'une route. Vous démolissez la chaussée existante, vous démolissez les bordures, vous démolissez, etc. Ces matériaux-là, qui étaient il y a quelques années encore des déchets, ce jour, ils sont recyclés, c'est-à-dire reconditionnés, concassés, criblés, pour ensuite les remettre dans une infrastructure de route. Et idem pour les enrobés, par exemple. Les enrobés, les revêtements de chaussée que vous avez lors d'aujourd'hui sont concassés, criblés et remis dans une centrale d'enrobés. Donc on récupère à la fois le caillou, on préserve les gisements et on récupère également le bitume associé. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter du pétrole pour refaire des routes, on en achète moins. Donc voilà, c'est extrêmement important. Donc j'ai évoqué les émissions de CO2 réduction, le recyclage et également l'impact de nos travaux. On fait très attention finalement à notre insertion des travaux dans le milieu ambiant. On fait des études, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de pollution, pas des fuites d'huile sur les engins. On fait attention que finalement on ne perturbe pas l'environnement dans lequel on travaille. Donc voilà, 3 éléments majeurs. Et puis enfin, je terminerai, c'est que si on pose des conduites d'eau, finalement c'est pour réduire les fuites. Et comme les ressources en eau se font plus rares, on travaille encore une fois dans le bon sens. Oui, c'est... Franchement, 20 sur 20, Stéphane. Si on était là pour noter, vous êtes d'accord, on mettrait 20 sur 20. C'est super. C'est super d'entendre ça parce que c'est une véritable préoccupation pour tout le monde, l'écologie. Bien sûr, après, pour toutes les entreprises, toutes les collectivités, pour tous les États. Moi, je trouve que c'est génial. C'est un beau message d'espoir de se dire que ces entreprises de travaux publics vont dans le bon sens. Et c'est surtout un message d'espoir pour nos enfants, pour leur laisser une planète un petit peu plus verte. Donc ça, c'est vraiment chouette à entendre. Bravo. Et alors, il y aura quoi dans le futur ? Alors le futur, finalement, c'est maintenant, c'est tout le temps le futur. On travaille sur des énergies renouvelables, par exemple. Alors on regarde sur des parcs d'éoliennes, sur des panneaux photovoltaïques. Et puis notre métier se transforme aussi. L'image qui a existé de notre métier, elle évolue très vite à l'heure d'aujourd'hui parce que
Il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées. On a vu des chefs de chantier tout à l'heure, là, dans les vidéos. Alors aujourd'hui, un chef de chantier il bénéficie d'une tablette. Qu'est-ce qu'il fait avec sa tablette? Eh bien, il provisionne ses dépenses de la journée, il regarde son planning, il tient compte de son compte-rendu de réunion, il a son plan qui est dessus. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Donc, ils sont tous connectés, nos chefs de chantier. Il y a également, il bénéficie bien souvent d'une canne GPS. On a évoqué le géomètre, mais il est capable maintenant, pour certains, d'implanter directement son ouvrage. Il a une canne qui est connectée, il implante son ouvrage, sa route, ses bordures. Voilà. Et on a également en parallèle aussi des engins qui sont guidés au GPS. Donc on fait une autoroute où il peut y avoir des engins, ce qu'on appelle des bulldozers, qui peuvent avancer. Et la programmation est directement faite dans les engins. Carrément. Voilà. Oui. Bah, dis donc, mais c'est génial. Alors, c'est vraiment super moderne en fait. Ce sont des métiers qui évoluent, qui avancent avec le temps, et qui suivent en fait les évolutions, les innovations. Moi, je dis bravo. Donc, on a eu la féminisation avec Floriane, on a eu l'écologie, le digital, l'inclusion et puis la formation, puisque les travaux publics forment énormément de jeunes futurs travailleurs dans les travaux publics, donc tout y est, voilà. Et écoutez, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup Stéphane d'être venu, ça a été un plaisir de t'accueillir là. J'espère que vous, ici présents dans le CDI, vous avez passé un bon moment. Est-ce qu'ils dorment? Non, ils ne dorment pas. Ah, super! J'espère aussi que vous, derrière vos écrans, cette heure d'émission avec nous vous a éclairé. Et puis, merci Floriane, merci à tous ceux qui ont partagé leur métier avec passion dans les vidéos. Écoutez, vous maintenant, tous qui nous regardez, je vous invite à passer à l'action. Allez en stage, vivez le quotidien des travaux publics et faites-vous une expérience, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Je vous dis à très bientôt. Bye.